Bonjour à tous. Ce cours est destiné au groupe TD1, semaine paire et impaire, ainsi d'ailleurs qu'à tous ceux qui voudraient en profiter. Dans ce cours, nous allons corriger le module de révision pour le contrôle continu. Donc, c'est pour le groupe TD1, c'est le module de révision numéro 3. Donc, je vous conseille, bien sûr, en écoutant ce cours, d'avoir ce module de révision sous les yeux. Donc, je répéterai d'abord les mêmes choses que j'ai dites à vos camarades, c'est-à-dire que le contrôle continu sera sur le même modèle que ce module de révision, avec 4 exercices. Chacun des exercices sera noté sur 5 points. Vous aurez 2 exercices sur les accords du participe passé, verbes pronominaux et non pronominaux, plus bien sûr les participes employés sans auxiliaire, et 2 autres exercices sur l'accord des noms composés, ainsi que l'accord du verbe à sujet multiple. Donc, nous allons commencer par le premier exercice. Je lis d'abord la consigne. Justifier l'accord ou l'absence d'accord des participes passés soulignés dans l'extrait suivant. Donc, là, dans cet exercice, vous avez un paragraphe avec des participes passés qui sont soulignés. Au contrôle continu, vous aurez un paragraphe de Madame Bovary. Je vais lire bien sûr les phrases où il y a les occurrences. Bon, le premier participe passé, c'est venu, participe passé du verbe venir. Je prévins, le soir même, la comtesse qu'un étranger était venu m'interroger sur sa santé. Ici, venu, et bien sûr, un participe passé d'un verbe non pronominal, le verbe venir, qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, bien sûr, le verbe venir se conjugue avec être. On dit bien je suis venu, tu es venu, etc. Et on ne dit pas j'ai venu. Là, au niveau de la justification, on dira que le participe passé s'accorde puisqu'il est employé dans un verbe non pronominal qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc les autres exemples, bien sûr, de verbes se conjuguant avec être, par exemple venir, avec venir, donc aller, devenir, mourir, etc. Et comme je l'ai dit à vos camarades, donc la plupart des verbes non pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, bien entendu. Donc lorsque vous trouvez un participe passé avec l'auxiliaire être, ou qui est plutôt précédé de l'auxiliaire être, il faut vérifier si le verbe se conjugue de base avec être ou avoir. Si le verbe se conjugue avec avoir, cela veut dire que le participe est simplement employé comme adjectif. Mais si le verbe se conjugue de base avec l'auxiliaire être, on dira, comme ici, que le participe passé est celui d'un verbe non pronominal se conjuguant avec être. Donc voilà pour ce premier participe passé. Le deuxième, c'est ému, du verbe émouvoir. Donc je lis la phrase. Elle parut émue et me raconta toute l'histoire que je viens de vous dire. Ici, pardon, ici ému est employé comme adjectif. Cela se voit tout de suite parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire, ni être, ni avoir. Paru, le verbe paraître, bien sûr, c'est ce qu'on appelle un verbe attributif. Ce n'est pas du tout un auxiliaire. Donc, on dira ici que le participe passé s'accorde, étant donné qu'il est employé comme adjectif. Bon, voilà pour ce deuxième participe passé. Je passe au troisième. C'est le participe passé du verbe parler, mais il ne m'a jamais parlé. Donc, ici, on notera d'abord que le verbe, bien entendu, est non pronominal et qu'il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, bien entendu. Ne m'a jamais, donc auxiliaire avoir.
on a un antécédent avant l'auxiliaire avoir, c'est le M apostrophe, ne m'a jamais. Donc, cet antécédent, est-ce qu'il est COD ou COI? Il est COI, un complément d'objet indirect, puisqu'on dit parler à quelqu'un ou avec quelqu'un. Donc, à qui, avec qui, à quoi, etc. Donc là, il s'agit d'un COI, et par conséquent, le participe passé reste invariable, ou bien ne s'accorde pas, vu qu'il est employé dans un verbe non pronominal se conjuguant avec avoir, et qui est précédé d'un COI. Donc voilà pour ce participe passé. Le suivant, c'est le participe passé sauvé, du verbe sauver. Il l'aimait, lui, avec le dévouement d'une bête sauvée, reconnaissante et dévouée à la mort. Donc, ici, sauvé, comme pour ému, est employé comme adjectif. D'ailleurs, il est employé dans une phrase où il y a une série d'adjectifs qui sont coordonnés. Sauvé, reconnaissant, dévoué. Donc, le participe passé s'accorde parce qu'il est employé tout simplement comme adjectif. Pour le dernier maintenant, vu, V-U-E, donc il l'avait vu passer plus faible et plus pâle chaque jour. Donc, là, on notera que le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, je rappelle la règle. Lorsque nous avons ce cas de figure, donc il faut vérifier en fait si le COD fait l'action de l'infinitif ou ne fait pas l'action de l'infinitif. Je vous rappelle les deux exemples que nous avons abordés ensemble. Donc par exemple, les acteurs que j'ai vus jouer, les acteurs que j'ai vus jouer, donc vu jouer, ici les acteurs qui est remplacé par que, donc qui est le COD, donc fait bien l'action de l'infinitif, les acteurs jouent, donc vu s'accorde, V-U-S, mais dans l'autre exemple qu'on a abordé ensemble, la pièce que j'ai vue jouer, donc la pièce ne joue pas, mais elle est jouée, et donc la pièce que j'ai vue jouer, vue reste invariable. Donc c'est cette même règle qu'on va appliquer ici. Quand il l'avait vu passer, ici le COD c'est quoi? C'est le L apostrophe, n'est-ce pas? Qui est utilisé juste avant, bien sûr, l'auxiliaire avoir. Et ce L apostrophe, il fait bien l'action de passer, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, le participe passé s'accorde avec le COD, puisque le participe passé fait l'action de l'infinitif. Donc, si vous avez ce type de construction, participe passé plus un infinitif, il faut vérifier si le COD fait l'action de l'infinitif ou s'il ne fait pas l'action de l'infinitif. Si le COD fait l'action de l'infinitif, le participe s'accorde. S'il ne la fait pas, le participe reste invariable. Donc voilà pour le premier exercice. On va passer bien sûr au deuxième qui porte cette fois sur les participes passés des verbes pronominaux. Donc avant que de commencer, je rappelle rapidement que pour les verbes pronominaux, nous ne pouvons pas nous appuyer sur l'auxiliaire comme justification. Pour la raison toute simple que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc si on suit la même logique que celle des verbes non pronominaux, tous les participes passés des verbes pronominaux s'accordent, alors que ce n'est pas le cas. Donc, je vous rappelle que l'accord du participe passé d'un verbe pronominal dépend du type de ce verbe pronominal. Donc, on a dénombré, on a donc énuméré trois types ensemble. Donc, premier type, les verbes essentiellement pronominaux, lorsque le verbe n'existe qu'à la voix pronominale. Par exemple, se souvenir, s'acharner, s'agir de, etc. Donc, pour ce genre de verbe, le participe s'accorde dans tous les cas. Type 2, lorsque le verbe est de sens passif.
Donc, on a vu que pour ce type-là aussi, lorsque le sujet ne fait pas l'action, hein, lorsque le verbe est de sens passif, le participe passé s'accorde également. Et il reste un troisième type, les verbes dits de sens pronominaux de sens réfléchi ou réciproque. Donc, réfléchi, un seul sujet fait l'action. Réciproque, plusieurs sujets font l'action. À la différence des verbes essentiellement pronominaux, donc les verbes de sens réfléchi ou réciproque existent aussi bien à la forme pronominale qu'à la forme non pronominale, comme par exemple rencontrer, se rencontrer. Et bien sûr, le sujet fait l'action. Hein, fait l'action. Ce n'est pas comme pour les verbes de sens passif. Donc, je rappelle aussi qu'on a dit que la plupart des verbes pronominaux appartiennent bien sûr au type 3, hein, de sens réfléchi ou réciproque. Je rappelle aussi qu'un même verbe peut, en fonction de son emploi, en fonction du sens, aussi parfois de certains paramètres dits extralinguistiques, comme le rapport entre le locuteur et l'interlocuteur, etc. Donc, un même verbe peut être soit de sens réfléchi, soit de sens réciproque, hein, suivant l'emploi. Donc, il faut toujours bien lire les phrases, vérifier le sens, avant que de dire que le verbe est de sens réfléchi ou réciproque, parce que ça n'a rien d'automatique. Bon, voilà, ce petit rappel fait. Donc, je vais lire la première phrase où il y a le premier participe passé. Tout le monde était tondu à neuf, les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasé de près, quelques-uns s'étaient levés dès l'aube. Donc, c'est dans Madame Bovary. Le participe souligné, c'est levé, ES. Donc, il s'était levé. Donc là, il s'agit d'un participe passé, d'un verbe, enfin, bien sûr, le verbe est, non est pronominal, bien entendu. Il est de sens réfléchi. Hein. Donc, on fait toujours la vérification de la façon suivante. On vérifie d'abord si on peut supprimer, enlever le se. Bien sûr, pour ce verbe-là, on peut. Donc, on a le verbe lever et le verbe se lever. Donc, ce n'est pas un verbe essentiellement pronominal. On est d'accord. On vérifie s'il est de sens passif. Donc là, le sujet fait bien l'action de se lever. Donc, il ne peut s'agir d'un verbe de sens passif. Et il reste, voilà, le type 3. Donc, on fait toujours comme ça. Ça simplifie le travail et ça permet de ne pas faire d'erreur, tout simplement. Donc, verbe pronominal, lever. Ici, se lever, c'est un verbe pronominal de sens réfléchi. Bon, petite remarque quand même. Il y a une idée reçue, hein, qui consiste à croire que lorsque le verbe pronominal est au pluriel, il est forcément de sens réciproque. C'est faux, bien sûr. Donc, quelques-uns même qui s'étaient levés, ça ne veut pas dire, hein, chacun d'eux fait se lever l'autre en quelque sorte, ou fait se réveiller l'autre. Non. Chacun se lève, se réveille de son côté. Donc, c'est un verbe pronominal de sens réfléchi. Bien sûr, pour ce type de verbe, le type 3, on vérifie si le se est COD ou bien COI. Bon. Pour cette occurrence, ce a la fonction COD. Lever qui, hein, se lever eux-mêmes. Donc, le participe s'accorde. Hein. Participe passé d'un verbe pronominal de sens réfléchi, se et COD. Donc, le participe passé s'accorde. Voilà pour le premier participe passé. Donc, on va passer à la deuxième phrase maintenant, que je vais lire. Les parlementaires français, eux, savent qu'il existe, sous son fixe regard, oui, fixe regard, ça fait un peu bizarre, mais très souvent dans la littérature, la position des adjectifs est très flexible, hein, spécialement dans la poésie. Bon, je continue. Sous son fixe regard, ils se sont efforcés de rester sages pendant tout un hiver. Mauriac, Journal du temps de l'occupation, 1952. Bon, ici on a le verbe s'efforcer, hein, se sont efforcés. Donc, on fait la vérification habituelle. Est-ce que je peux ici supprimer, enlever le se ou non? Je ne peux pas. On n'a pas le verbe efforcer en français. Le verbe s'efforcer est toujours pronominal, donc c'est un verbe essentiellement pronominal et son participe passé s'accorde toujours.
Donc là, il suffit bien sûr de dire qu'il s'agit d'un verbe essentiellement pronominal. Donc la fonction COD et COI du pronom réfléchi, vous la précisez seulement quand c'est le type 3, hein, quand c'est un verbe de sens réfléchi ou réciproque. Mais si le verbe est essentiellement pronominal ou bien, pardon, ou bien de sens passif, dans ce cas-là, vous n'avez pas à vérifier si ce est COD ou COI. Vous justifiez simplement par le type du verbe. Voilà. Donc, je passe à la troisième phrase. On lui disait, vous vous êtes marié pourtant. Donc, Maupassant Boitel, 1889. Donc là, nous avons le participe passé du verbe se marier. Donc, le participe marié, on fait comme d'habitude la même vérification. Donc, est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Non, absolument pas, parce qu'on a marié et se marier. Donc, type 1 à éliminer. Type 2, se marier, est-ce que c'est un verbe de sens passif? Non, pas du tout. Donc, dans la phrase aussi, il n'est pas de sens passif. Vous vous êtes marié. Enfin, c'est une action qui est bien accomplie par le sujet. Donc, il est soit de sens réfléchi, soit de sens réciproque. Donc là, on lui disait, donc, malgré le vouvoiement, bien sûr, le participe renvoie à un seul sujet, hein. On est d'accord sur ça, hein. On lui disait, vous vous êtes marié. Donc, le participe ici est de sens réfléchi, hein, est de sens réfléchi. Quelle est sa fonction? Elle est COI, complément d'objet indirect, parce qu'on dit bien se marier à quelqu'un ou avec quelqu'un, n'est-ce pas? Donc là, le participe passé reste invariable, hein, invariable, parce que il est de sens réfléchi et que le pronom réfléchi se a la fonction COI ou complément d'objet indirect. Donc voilà pour ce participe passé. Donc je passe à la phrase suivante. Je m'écriai, mais mon oncle, je vous assure qu'il ne s'est rien passé. Je me suis trompé de porte, étant gris. Donc gris, bien sûr, ici, voulant dire ivre, hein. Maupassant, ma femme, 1882. Donc là, vous avez deux participes qui sont soulignés. Oui, donc petite remarque que j'ai faite aussi à vos camarades. Donc chaque fois, vérifiez bien, s'il vous plaît, si dans la phrase, il y a une seule occurrence, un seul mot, hein, dont vous allez justifier l'accord, ou deux, hein. C'est tout bête, mais ça peut quand même vous faire perdre des points pour rien, hein. Donc, bien sûr, évitez, hein, évitez de perdre des points, vérifiez s'il y a une ou deux occurrences. Donc là, nous avons passé et trompé, hein, se passer, se tromper. Donc, pour le participe passé, oui, participe passé, passé. Bon, donc là, c'est quel type de verbe? Est-ce qu'il est essentiellement pronominal? Non. Bien sûr, on a passé et se passer. Est-ce qu'il est de sens, maintenant, de sens passif? Bon, pour cette occurrence en particulier, moi, personnellement, j'accepterais qu'on dise qu'il est de sens passif. Parce que si je relis, je vous assure qu'il ne s'est rien passé. Nous avons ici un il impersonnel. Donc, on peut bien sûr considérer ici le participe comme étant celui d'un verbe de sens passif. C'est tout à fait acceptable. Donc, dans ce cas, voilà, on dit qu'il s'accorde parce qu'il est celui d'un verbe pronominal de sens passif. Donc, petite remarque, bien sûr, je me répète, mais c'est important, c'est aussi pour ne pas perdre des points. Donc, ici, le participe s'accorde. Certes, il n'y a pas le E du féminin, il n'y a pas le S du pluriel, mais je vous rappelle que l'accord ne signifie pas nécessairement qu'il y ait toujours le S du féminin ni le E du pluriel, hein. Donc, ici, le participe s'accorde avec le sujet qui est au masculin singulier. Bon, voilà qui est dit. Bon, il y a quand même une deuxième justification pour ce même participe. On peut aussi le considérer, pourquoi pas, comme étant le participe passé d'un verbe pronominal de sens réfléchi. C'est tout à fait possible. Dans ce cas, on dira que ce est COD, hein, donc il se passe quoi, hein, on pose la question quoi, et le participe passé s'accorde.
Même si moi, personnellement, avec ces il, hein, ce il impersonnel, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un verbe pronominal de sens passif. Mais bon, j'accepterai aussi qu'on dise que c'est un verbe de sens réfléchi. Je vous rappelle aussi que vous n'avez pas à mettre toutes les justifications, hein. Il suffit de choisir un seul type de verbe et voilà, à condition que ce soit pertinent. Bon. Pour le deuxième participe maintenant qui est dans la phrase, je me suis trompé. Je me suis trompé de porte. Donc le verbe se tromper. Donc, est-ce qu'il est essentiellement pronominal? Non. On a trompé et se tromper. Donc, ce n'est pas un verbe essentiellement pronominal. Bon, c'est vrai que ça pose quand même problème. Est-ce qu'il est de sens passif? Bon, habituellement, quand on se trompe, on ne veut pas, enfin, se tromper, hein. On ne veut pas commettre une erreur. Donc, est-ce qu'on peut considérer se tromper comme étant un verbe de sens passif? Oui et non. Oui et non. Si on le met, moi j'accepterai, pourquoi pas. Mais il faut quand même préciser ici, en tout cas dans la phrase, que le narrateur dit je me suis trompé de porte étant gris. Donc il reconnaît que c'est de sa faute. Il s'est trompé, mais c'est de sa faute. Donc il fait l'action, il est responsable de l'action, hein. Donc, mais bon, enfin, si pour une telle phrase, pour une telle occurrence, vous mettez verbe de sens passif, j'accepterai, pourquoi pas. En tout cas, moi je pense qu'il est plus pertinent de dire ici qu'il s'agit du participe passé d'un verbe pronominal de sens réfléchi, bien sûr, réfléchi, il n'est pas du tout réciproque, et que ce ici est COD, hein, tromper qui, hein, donc dans la phrase tromper qui, COD, accord du participe passé. Donc voilà pour le deuxième exercice qui porte sur l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Le troisième, quant à lui, porte sur l'accord des noms composés. Donc je vous rappelle d'abord que pour les noms composés, l'accord ou l'absence d'accord dépend de quoi? Dépend des classes grammaticales des mots qui composent, hein, ces noms composés. Donc il faut vérifier ces classes grammaticales. Et bien sûr, on a le critère sémantique. Je vous conseille d'ailleurs de consulter de nouveau ce qu'on a dit, hein, sur l'accord des noms composés, les fiches et tout ça. Donc, en tout cas, il faut toujours vérifier, hein, de quoi se constitue un nom composé. Les cas qui méritent le plus de réflexion, c'est les combinaisons, par exemple, verbe plus nom. Nom plus nom aussi, un petit peu quand le deuxième nom complète le premier par ellipse, par exemple. Et vous avez, bon, donc verbe plus nom, nom plus nom. Et c'est à peu près tout, hein. Vous avez aussi ce qu'on a évoqué dans le cours, c'est-à-dire les noms composés avec grand et garde, hein, avec des cas d'homophonie, hein. Donc, mais sinon, pour les autres cas, les règles en général, hein, je dis toujours en général, parce qu'il faut rester prudent, il y a toujours des cas un peu irréguliers, mais en général, pour les autres cas, les règles marchent, enfin sont valables pour la plupart des occurrences, hein. Donc, bon, je vais lire la première phrase. Donc, les noms composés ici, vous les avez entre parenthèses, il faut simplement les mettre au pluriel. Et justifier, bien sûr, l'accord ou le non-accord. Et si un seul élément s'accorde, dire pourquoi. Si les deux s'accordent, dire pourquoi aussi. Si aucun des deux éléments ne s'accorde, expliquer également pourquoi. Bon, je lis. Dans le désert, tu trouves un macabé en gorge que tu ne peux pas identifier, on lui fouille les poches. Quand on trouve un ouvre-boîte, c'est un British. Et quand c'est un tire-bouchon, c'est un Français. Michel Audiard, Un taxi pour Tobruk, 1961. Donc le nom composé ici est ouvre-boîte. Je n'ai pas mis tire-bouchon parce qu'on l'a déjà fait ensemble dans le cours. Donc, ouvre-boîte. De quoi se compose ce nom? Ouvre, donc c'est le verbe ouvrir. On a un verbe, n'est-ce pas? Le premier élément, c'est un verbe. Le deuxième élément, boîte, c'est un nom, hein, ou substantif. Donc, toujours préciser, hein, dire le nom se compose par exemple d'un verbe, entre parenthèses, ouvre, c'est le verbe,
et d'un nom, entre parenthèses, boîte. Donc, on a vu ensemble que pour les combinaisons verbe plus nom, le verbe ne s'accorde jamais. Jamais. Donc, le nom, lui, peut s'accorder ou ne pas s'accorder. Il s'accorde s'il est de sens spécifique. Il reste invariable ou ne s'accorde pas s'il est de sens générique. Donc, cela, c'est bien sûr selon l'orthographe traditionnelle. Toujours est-il que l'orthographe dite rectifiée de 1990 permet de mettre un S au nom de sens générique. Bon, je vous ai bien dit, et je le répète, que lorsque vous avez des cas de verbe plus un nom de sens générique, si vous mettez l'accord de l'orthographe traditionnelle, je l'accepte bien sûr. Si vous mettez en revanche l'accord de l'orthographe dite rectifiée de 1990, je l'accepterai aussi, mais il faut dans tous les cas justifier. Justifier votre choix, votre accord. Donc, pour le nom composé que nous avons ici, ouvre-boîte. Donc, ouvre, c'est un verbe. Boîte, c'est un nom de quel type? Est-ce qu'il est de sens spécifique ou de sens générique? Il est certainement de sens spécifique, parce qu'un ouvre-boîte ne sert pas qu'à ouvrir une seule boîte, tout simplement. Donc, mais plusieurs boîtes. Donc, puisque c'est un nom de sens spécifique, il prend un S. Et nous avons vu que pour les noms de sens spécifique, il n'y a pas de conflit entre l'orthographe traditionnelle et l'orthographe de 1990. Ce conflit, il existe surtout par rapport au nom de sens générique. Donc, ouvre-boîte, ouvre, pas de S, boîte, prend un S, pour les raisons qu'on a expliquées. Bon, je passe maintenant à la deuxième occurrence. Je crus d'abord, donc enfin la deuxième, oui, donc c'est bien sûr l'exemple 2, la phrase 2, pardon. Donc je crus d'abord l'amputation inévitable, mais mutiler la main droite à un ouvrier, c'est lui ôter son gagne-pain. Tout devait être tenté pour conserver l'intégrité de ce membre. Jean-Louis Armand de Quatrefages de Brio, l'archipel de José, souvenir d'un naturaliste 1842. Bon, bref. Gagne-pain. Gagne-pain, là encore, nous avons un verbe, le verbe gagner, plus un nom qui est le nom pain. Donc le verbe ne s'accorde pas, on est d'accord. Maintenant, il faut vérifier si le nom est de sens générique ou spécifique. Donc gagne-pain, bien sûr, vous savez ce que c'est, je suppose. Un gagne-pain, c'est le moyen de gagner sa vie, tout simplement. Et le plus souvent, c'est, comme on dit, de la basse besogne. Gagne-pain, c'est quelque chose qui permet de gagner sa vie, mais pas assez, s'entend. Donc, gagne-pain. Pain est ici un nom de sens générique, sans doute. Parce que ce n'est pas le pain dans le sens de morceau de pain, mais ce mot, il a un sens qui est très abstrait, donc qui est abstrait, parce que c'est ce qui permet de gagner sa vie, donc la vie, le pain, c'est-à-dire le pain, c'est une métaphore à la fin. Donc là, suivant l'orthographe traditionnelle, donc bien sûr, je n'évoquerai pas le verbe parce qu'il ne s'accorde jamais, mais je vais parler du nom. Selon l'orthographe traditionnelle, pain ne prend pas de S parce que c'est un nom de sens générique. Autrement dit, tout le nom composé va rester invariable. Un gagne-pain, des gagne-pains s'écrit de la même façon, sans S. Bon. Toujours est-il que l'orthographe rectifiée de 1990 permet de mettre un S à pain. Donc, si vous mettez gagne-pain avec un S à la fin ou sans le S, j'accepte, mais il faut bien sûr justifier votre choix. Donc, on va passer maintenant à l'occurrence suivante. En amenant à soi une feuille de papier à en-tête administratif, il y jeta ses lignes de sa large écriture. Georges Courteline, Messieurs le Rond de Cuir, 1893. Donc, en-tête ici, c'est le nom qui est entre parenthèses. Donc, de quoi se compose ce nom? En, ici, est une préposition. En, c'est une préposition. Et tête, bien sûr, c'est un nom. Donc, je vous rappelle que lorsque vous avez un adverbe ou une préposition plus un nom,
l'adverbe ou la préposition reste invariable, alors que le nom prend la marque du pluriel, prend le S. Autrement dit, au pluriel, en tête, en, bien sûr, sans rien, sans S, et tête avec un S. Voilà. Donc, cette règle marche pour la très grande majorité des noms composés où il y a adverbe ou préposition plus nom. Bon, on peut passer maintenant, je pense, à l'occurrence suivante. Donc, oui, avant que de passer à cette occurrence, oui, une petite remarque. Dans le titre de l'ouvrage de Courteline, Messieurs les ronds de cuir. Bon, je n'ai pas, je n'ai pas dit ici de justifier ou de mettre l'accord, mais on voit qu'ils s'accordent de la façon suivante. On voit que rond prend un S et cuir ne prend pas de S. C'est pour une raison très simple, parce que vous avez deux noms. Rond, c'est un nom. Cuir, c'est un nom. Donc, rond prend un S, alors que cuir ne prend pas de S, parce que cuir complète rond. Rappelez-vous, deux noms, lorsque le deuxième nom complète le premier, le deuxième nom ne s'accorde pas, mais le premier s'accorde. Lorsque les deux noms pardon, ne se complètent pas, les deux prennent un S. Voilà, à titre de rappel, je profite du titre de l'ouvrage de Courteline. Bon, je passe maintenant à la phrase suivante. Donc je lis, de plus, un bloc moteur diesel est toujours plus lourd que son équivalent à essence et plus coûteux à fabriquer. Deux mauvais points quand on cherche l'allègement de la voiture. François Roby, vers la voiture sans pétrole 2006. Donc, bloc moteur. Bloc moteur ici est constitué de quels éléments? Donc, quelle classe grammaticale est-ce qu'on a? Bloc, c'est un nom, un bloc. Moteur, c'est un nom aussi. Donc, est-ce que le deuxième nom complète le premier ou non? Non. Bloc moteur, donc les deux prennent un S. Bon, voilà, c'est tout simple. Une petite remarque tout de même. Nous avons parfois aussi l'orthographe bloc moteur, bloc sans S et moteur avec un S. Bon, c'est un cas un petit peu particulier. Bon, si on choisit cet accord-là, c'est qu'on considère qu'il y a un seul bloc utilisé pour plusieurs moteurs. Bloc moteur. Je vous conseille enfin, personne d'entre nous n'est spécialiste de mécanique, mais bon, enfin, s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent, bon, ils savent ce que c'est qu'un bloc moteur. Donc certains considèrent que bloc, c'est un seul bloc pour plusieurs types de moteurs. Bon. Mais après, cet accord reste quand même un peu curieux, à mon sens, parce que enfin, c'est vrai que le sémantisme peut le justifier, mais sinon, l'accord peut-être le plus répandu, c'est bloc moteur SS. Deux noms qui ne se complètent pas, donc les deux s'accordent. Bon, je passe au dernier exemple. Tentons de saisir l'énormité des distances impliquées. Il y a environ 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, qui a un diamètre de 100 000 années-lumière. Louise Dubé, Tourisme interstellaire envahissant, 2009. Donc, le nom composé que vous avez ici, c'est année-lumière. Un nom composé qui est très utilisé, bien sûr très connu, mais que parfois on a du mal à mettre au pluriel. Donc, année-lumière, qu'est-ce qu'on a ici? Année, c'est un nom. Lumière, c'est un autre nom. Donc, on a un nom composé qui se compose de deux noms. Il faut vérifier, bien sûr, si le deuxième nom complète le premier ou si ce n'est pas le cas. Bon, pour année-lumière, lumière complète bien année. C'est vrai qu'on n'a pas de particules, on n'a pas de, on n'a pas en, comme pour par exemple arc-en-ciel, chef-d'œuvre, etc. Rappelez-vous qu'on a vu ensemble. Mais comme pour l'exemple qu'on a vu aussi ensemble, par station-service, on a une ellipse. Parce que pour station-service, à la base, c'est station de service pour le service, avec une ellipse de 2 ou pour. Même chose pour année-lumière. Donc, année-lumière comporte une ellipse. À la base, c'est année de lumière. D'ailleurs, une petite remarque ici qui me semble intéressante.
L'orthographe, bien sûr, la plus répandue, c'est année-lumière, hein, un nom composé avec un trait d'union. Mais l'orthographe année de lumière existe aussi, hein, bien qu'elle soit beaucoup moins répandue, beaucoup moins courante. Donc là, année-lumière, lumière complète, année. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Année prend un S, lumière ne prend pas de S. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair pour ces trois premiers exercices. Donc, on va passer au dernier, qui porte sur ce qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire sur l'accord du verbe à sujet multiple ou avec plusieurs sujets. Donc, je vous explique d'abord ce que je vous demande ici. Donc, je lis la consigne. Conjuguer les verbes en gras avec les sujets indiqués entre parenthèses ou commenter leur conjugaison. Dans tous les cas, vous justifierez l'accord. Bon, je m'explique. Là, en fait, vous avez dans chaque phrase un verbe qui est mis en gras. D'accord? Vous avez aussi un sujet, hein, le plus souvent c'est un nom ou un groupe nominal, hein, et devant ce sujet, vous avez des crochets et 3 points de suspension. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sujet, hein, devant lequel il y a les crochets, il faut le compléter par le sujet qui est entre parenthèses. Bon, par exemple, regardez la première phrase. Le nouveau ouvrit une bouche démesurée dans Madame Bovary. Donc, ici, entre parenthèses, j'ai mis ou cet élève que personne ne connaissait. Donc, il faut en fait réécrire la phrase en ajoutant hein, ce sujet qui est entre parenthèses. Autrement dit, la phrase devient quoi? Le nouveau ou cet élève que personne ne connaissait. Maintenant, soit je garde la conjugaison qui est dans la phrase, soit je la modifie. Mais dans tous les cas, je dois justifier. Par exemple, pour cette phrase, le nouveau ou cet élève que personne ne connaissait, est-ce que je vais garder ouvrit, IT, au passé simple bien sûr, ou alors est-ce que je vais mettre ouvrir au pluriel? Bon, là, il faut sans doute garder le singulier. Donc, certes, on a ou. Certes, le ou est de sens un peu inclusif. Mais, là, pour cette phrase, le ou sert à reprendre le sujet avec un synonyme. Hein. Donc, le nouveau ou cet élève que cette personne ne connaissait, c'est la même chose. Hein, c'est le même sujet. Donc, il n'y a pas besoin de mettre le verbe au pluriel parce que, tout simplement, nous avons ici le même sujet qui se répète. Hein. Le nouveau ou cet élève que personne ne connaissait ouvrit une bouche démesurée. Donc la conjonction ou permet de coordonner deux synonymes. Hein, le nouveau plus cet élève que personne ne connaissait. C'est le même sujet, le verbe se met bien sûr au singulier. Je vous rappelle au passage que cette règle, c'est-à-dire la reprise du sujet avec un synonyme, elle fonctionne aussi quand nous avons des mots de sens proche, hein, pas des synonymes tout à fait exacts, mais des mots de sens proche ou de sens voisin comme on dit, ou bien lorsque vous avez une périphrase. Hein. Je vous rappelle l'exemple qu'on a vu ensemble. Paris ou la ville des Lumières m'attire. Paris ou la ville des Lumières, c'est la même chose, parce que la ville des Lumières, c'est une périphrase qui reprend Paris. Donc le verbe se met au singulier. Bon, voilà pour la première phrase. Je vais passer à la deuxième. Pardon. Donc la deuxième phrase, c'est une autre phrase encore dans Madame Bovary. Le nouveau. Donc le petit, pardon. Le petit répondait mal à ses efforts. Donc vous avez entre parenthèses ou le marmot. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici en fait? Même chose que pour la première phrase. Le petit ou le marmot, ce sont des synonymes après tout. Donc là, on garde le verbe tel qu'il est, c'est-à-dire au singulier, en justifiant par le fait que ou est utilisé ou permet plutôt de reprendre le même sujet avec un synonyme. Petit, marmot, ce sont des synonymes. Donc, voilà pour les deux premières phrases. Hein. On va passer bien sûr à la phrase suivante.
La phrase suivante que je vais lire, bien entendu. Pardon. Donc, les deux phrases qui restent, c'est avec ni. Je vous rappelle que au contrôle, vous aurez aussi des phrases avec ni et avec ou. Hein. Donc, ni l'un ne daignez l'entendre, ni l'un ni l'autre. Donc, ni l'un ni l'autre ne daignez. Donc, dénier ici, il est mis au singulier. On peut le laisser au singulier. Ni l'un ni l'autre ne daignez a été l'entendre dans le sens de aucun des deux. C'est un ni qui est exclusif. Aucun des deux. Il exclut en quelque sorte les deux sujets, si vous voulez. On peut, tout de même mettre dénier au pluriel. Dénier A-I-E-N-T. Ni l'un, pardon, ni l'autre ne daignez A-I-E-N-T l'entendre. Donc, si on met au pluriel, on donne plutôt le sens ici, le sens suivant à la phrase, aussi bien l'un que l'autre, mais dans une tournure négative. Donc là, pour cette phrase, pour toutes les structures avec ni l'un ni l'autre, en général, vous avez la possibilité d'avoir le singulier ou bien le pluriel. Vous n'avez pas, encore une fois, à les mettre tous les deux. Vous choisissez et vous justifiez. Voilà. Selon ce qui vous semble, ou plutôt ce qui vous semblera le plus pertinent par rapport aux phrases. Donc, je passe à la dernière phrase. Ni argumenter, ni discuter ne me feront changer d'avis. Donc là, le verbe, il est mis au pluriel. Feront, c'est le futur simple, bien sûr. Donc là, la question, est-ce que je vais laisser le verbe au pluriel ou bien je le mets au singulier, c'est-à-dire fera? Bon, personnellement, je pense que pour cette phrase en particulier, parce que voilà, il ne faut jamais croire que les règles sont absolues, hein, pour ce qui est de l'accord du verbe avec plusieurs sujets, les règles ne sont jamais absolues, tout dépend du sens, hein, du contexte, de tous ces paramètres qu'il faut prendre en considération. Hein. Donc, pour cette phrase, ni argumenter, ni raisonner, moi je préférerais personnellement le singulier. Ne me fera changer d'avis. Parce que ni, ici, coordonne deux sujets qui sont de sens proche. Hein, argumenter et discuter. Bon. On préférera donc ici le singulier, mais le pluriel est tout de même possible. Hein. On peut bien sûr garder le verbe au pluriel, ne me feront changer d'avis. Si on considère que argumenter et discuter, ce sont des choses qui sont différentes. Hein. C'est vrai que la plupart des discussions ont une portée qui est plus ou moins argumentative. Hein. Donc ça dépend du sens ici qu'on donne en fait à ces deux verbes. Hein. Si on les considère comme étant de sens proche, presque synonyme, on mettra le singulier. Mais si par contre on les considère comme deux verbes de sens différents, dans ce cas-là, on considère qu'il y a deux sujets et on met le verbe au pluriel. Voilà. Donc voilà pour ce module de révision. J'en déposerai bien sûr le corrigé sur notre espace de travail. Et la semaine prochaine, donc je répète que la semaine prochaine, donc je déposerai tous les, tous les contrôles continus, c'est-à-dire pour chaque groupe, moi j'ai fait deux contrôles continus, deux examens, donc semaine paire et impair. Donc, s'il vous plaît, choisissez, c'est-à-dire le sujet qui convient à votre groupe, c'est-à-dire aussi bien le groupe de TD que le groupe, c'est-à-dire en fonction de la semaine, un pair ou impair. Donc, je mettrai tout au format Word hein, et vous pouvez télécharger les fichiers, travailler dessus et me les renvoyer tout simplement par mail. Hein. Donc ça me semble quand même simple de cette façon, plus simple. Et puis je vous donnerai aussi une semaine hein, pour répondre aux questions. Donc une semaine c'est très suffisant, hein, sans aucun doute. Donc et cette semaine passée, on reprendra ensemble les cours enfin bien sûr en distanciel malheureusement, mais bon, il faut aussi s'adapter. Donc, on reprendra les cours, on passera au deuxième chapitre sur les compléments, et je prendrai soin de déposer toujours, hein, toujours, en règle générale, je déposerai toujours les exercices avant que de déposer le cours. Comme ça, vous aurez le temps de vous
vous exercer, de travailler de votre côté sur les exercices avant que je ne dépose le cours. Bon. Voilà, portez-vous bien et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Enregistrement terminé.